l'Angleterre. Autrefois assujettie par les conquérants romains, cette minuscule nation insulaire est devenue l'un des empires les plus vastes et les plus puissants de l'histoire, s'étendant à travers le monde entier, sur tous les continents. Et sa superficie était inimaginable. Technologie, innovation et ambition sont les outils qui ont bâti cet immense domaine et donné naissance à la formidable Royal Navy, maîtresse incontestée des océans du globe. La Royal Navy est le Microsoft de la mondialisation des 18e et 19e siècles. Elle est partout. Les impressionnants symboles de l'hégémonie britannique provoquent encore l'admiration et le respect aujourd'hui. Mais c'est un empire qui plonge ses racines dans l'orgueil, le sang et une volonté implacable de conquête. « 410 après Jésus-Christ, l'empire le plus puissant du monde est attaqué. Aux confins des îles britanniques, les légions romaines, jadis redoutables, se retirent vers la côte. Elles laissent dans leur sillage un vide militaire et politique. Pour la première fois en 400 ans, la fragile nation insulaire est livrée à elle-même. C'est la fin d'un empire et la naissance d'un autre. Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. J'ai entendu ces mots toute ma vie, même si je n'ai jamais vécu en Angleterre et que l'Empire a disparu depuis longtemps. Bonjour, je m'appelle Peter Weller. À son apogée, l'Empire britannique couvrait près d'un quart de la planète, 36,6 millions de kilomètres carrés. Imaginez, c'est stupéfiant. Mais comment une île perdue au milieu de l'Atlantique Nord est-elle devenue une puissance aussi écrasante? Au début du 5e siècle, les habitants, qui sont alors citoyens romains, fuient devant les attaques répétées des Vikings, des Jutes, des Angles et des Saxons. Certains de ces peuples de maraudeurs et de pilleurs décident de rester. Peut-être apprécient-ils le climat tempéré. Quelques siècles plus tard, un embryon d'identité angle ou anglaise s'est développé. Mais à la mort du dernier vrai roi saxon, Édouard le Confesseur, un autre peuple entre en scène, les Normands, descendants des Vikings pour la plupart et vivant au nord de la France. À la bataille de Hastings, en 1066, les Normands vainqueurs placent l'Angleterre sous le joug d'un certain Guillaume, mieux connu sous le nom de Guillaume le Conquérant. Assoiffé de pouvoir, Guillaume ne recule devant rien pour s'emparer du trône. Pour conquérir un pays comme l'Angleterre, il ne fallait pas être une personne sensible. Il fallait être un chef inflexible, et il l'était. C'était un homme brutal. En 1066, Guillaume passe à l'action. Il rassemble une armée de Normands et débarque sur les côtes anglaises. Pendant des heures, ses forces affrontent violemment celles du roi Harold dans un combat sanglant près de la ville côtière de Hastings. À la fin de la journée, en une bataille, Guillaume a conquis l'Angleterre. Il va emprunter de nombreuses idées aux Romains et lancer une série de grands projets architecturaux qui vont transformer le paysage anglais. Il s'impose en Angleterre et construit des châteaux dans tout le pays. Aujourd'hui, nous les trouvons laids. Un château normand n'est pas joli. Il était grand, il surplombait la ville et il était là pour rappeler qui était le maître. Le plus grand qu'il ait construit est la Tour de Londres. Guillaume bâtit la Tour de Londres pour intimider. Sur la rive de la Tamise, il choisit le site d'un ancien fort romain. Le nouveau château, construit sur ses anciennes fondations, perpétue un héritage de pouvoir et de gloire. L'ensemble comprend un rempart défensif entourant une tour imposante d'une hauteur de 27 mètres. C'est la plus grande forteresse d'Angleterre. Elle est faite pour effrayer, pour dire « ce pays m'appartient, je n'en bouge pas, j'y reste, personne ne se débarrassera de moi ».
Bien entendu, ce sont les gens du peuple qui l'ont construite. C'était une manière efficace d'exploiter une main-d'œuvre asservie. Sur les anciennes fortifications, les ouvriers érigent d'abord le mur d'enceinte du complexe. Au nord et à l'ouest, où il n'y a pas de vestiges romains, ils creusent des fossés et y fichent de gros pieux qui forment une barricade. Puis ils entament la construction de la puissante tour. Depuis 700 ans, l'Angleterre se contente de simples bâtiments en bois. Guillaume et les Normands réintroduisent l'excellence des techniques romaines. Comme les Romains, Guillaume construit son château en pierre. Il n'a pas confiance dans la qualité des matériaux locaux et importe donc de la pierre de Caen de couleur crème. Pour soutenir la structure, ses architectes y intègrent des arcs et des voûtes romanes. À l'intérieur de la majestueuse cathédrale, les ouvriers construisent des séries de voûtes en berceaux entrecroisées appelées voûtes d'arête, qui reposent sur 4 piliers et ouvrent un espace immense où la lumière naturelle vient éclairer l'intérieur monumental. C'était un exploit pour l'époque. Les Anglais avaient l'habitude de construire en bois et il a dû leur sembler miraculeux de voir s'élever cette énorme structure. Elle était imprenable. Les murs étaient incroyablement épais avec de toutes petites ouvertures sur l'extérieur. La redoutable forteresse sert de résidence royale, de château fort et de prison. À l'intimidation s'ajoutent de violentes représailles contre quiconque ose défier le roi. Ce sont des hommes armés qui viennent vous attaquer sur vos terres, sur votre seuil. Ils vous chassent de chez vous, ils réduisent votre maison en cendres, ils brûlent vos récoltes pour que vous n'ayez plus rien. Et il y a beaucoup de morts. En 1087, alors que les travaux de la tour sont presque achevés, Guillaume meurt, mettant fin à 21 ans d'un règne agité. La tour de Londres symbolisera son ambition et sa tyrannie pour les siècles à venir. Les rois normands qui succèdent à Guillaume poursuivent son œuvre. Mais il faudra attendre plus de 400 ans pour que naisse le mythe sanglant de la tour. Et le roi qui lui fera cette réputation n'est pas normand, c'est un Tudor, une lignée anglaise. C'est l'un des souverains les plus brutaux et les plus voraces de l'histoire d'Angleterre. Il s'appelle Henri VIII. Ses appétits sont légendaires. Il est avide de nourriture, de femmes, de pouvoir. Et il veut un fils qui héritera du trône. La meilleure façon d'accomplir son devoir et sa destinée de roi est d'engendrer une lignée d'héritiers mâles en bonne santé. Regardez les portraits des hommes de la famille Tudor. Ils se tiennent les jambes écartées, les mains sur les hanches, et ces énormes braguettes ne sont pas là par hasard. Elles disent « Je suis viril, je suis un bon géniteur ». Un fils est donc signe de virilité. Catherine d'Aragon, sa femme, ne lui ayant pas donné de fils, Henri s'éprend d'une de ses dames d'honneur, la séduisante Anne Boleyn. Il tombe passionnément amoureux d'Anne Boleyn. Il est fou de désir pour elle car c'est une femme très sexy. Et elle le sait. Il n'y a qu'un problème. Comment se débarrasser de son épouse? En dehors du meurtre, bien sûr, la seule solution, c'est le divorce. Mais le pape refuse de lui accorder le divorce et le roi entre en fureur. Puisqu'il n'est pas maître de la religion en son pays, il la changera, tout simplement. Il coupe tout lien avec Rome et se nomme chef de la nouvelle église d'Angleterre. À présent, Henri a le pouvoir absolu dans son royaume. Il divorce de Catherine et fait d'Anne sa reine. Mais elle non plus ne réussit pas à lui donner un fils et se retrouve accusée d'adultère. On en fait une affaire des plus scandaleuses. On dit qu'elle n'a pas une simple liaison, mais plusieurs à la fois, que des orgies ont lieu au palais. Et Henri ne demande qu'à y croire. Henri fait arrêter Anne et l'enferme dans une tour de Londres qui a pris de l'ampleur. L'ensemble derrière sa façade impénétrable couvre à présent plus de 7 hectares. La barricade de bois a été rallongée et remplacée par d'épais murs de pierre.
Une succession de tours renforce leur solidité et leur stabilité. À l'intérieur du rempart extérieur, un autre mur a été construit pour établir une deuxième ligne de fortification. Un fossé creusé autour du périmètre et rempli d'eau forme une douve. Avec ces défenses supplémentaires, le complexe de la tour est pratiquement inexpugnable. Sous le règne impitoyable de Henri VIII, la forteresse devient le théâtre d'une débauche de violence, à la fois prison célèbre, donjon et lieu d'exécution de ses nombreux ennemis. Anne y attend son sort, la mort par décapitation. Les exécutions à la hache n'étaient pas belles à voir. Bien souvent, un seul coup ne suffisait pas. Mais Anne Boleyn a eu droit à un traitement de faveur. Tu auras ce qui se fait de mieux, ma chérie. Au lieu de la décapiter à la hache, ce sera fait bien proprement à l'épée. Le 19 mai 1536, Anne est conduite dans une cour privée à l'intérieur de l'enceinte de la tour. D'un seul coup de lame, le problème de Henri est réglé. Mais le désir de descendance mâle du roi fait partie d'une quête plus ambitieuse. Depuis le début de son règne, il nourrit un rêve de gloire suprême, faire de l'Angleterre un empire. Henri a toujours eu derrière la tête l'idée d'un royaume s'étendant dans toute l'Europe et au-delà. Sa grande vision, son rêve, son ambition majeure était de créer un empire. La décision de Henri le place directement sur la trajectoire des deux superpuissances européennes, l'Espagne et la France. Son plan d'attaque, couvrir les mers d'armes de destruction massive flottantes. Il est le premier à avoir équipé les bateaux de canons lourds. Ces énormes canons de siège capables d'éventrer un navire. Certains pesaient presque une tonne et permettaient de pilonner l'ennemi jusqu'à ce qu'il se rende. Pour ces gros canons, il faut de gros bâtiments. Henri ordonne à ses ingénieurs navals de construire une flotte impressionnante. Son joyau, le vaisseau amiral, est l'un des premiers navires de guerre du monde. Il s'appelle le Mary Rose. Le Mary Rose illustre parfaitement la mentalité des stratèges navals de l'époque. Mettre sur le pont un maximum de canons lourds pointant dans toutes les directions. C'est à ça que le Mary Rose était destiné, devenir un porte-canon. Le Mary Rose présente une avancée technologique majeure en matière militaire, les sabords. Des ouvertures sont percées dans les flancs du navire et munies de couvercles rabattables. Elles permettent aux canons d'être positionnés et mis à feu depuis les côtés. Les ingénieurs navals peuvent à présent créer des ponts uniquement destinés à l'artillerie. Ce surplus d'armement fait du Mary Rose une machine à tuer. C'était une grande révolution dans la construction navale. Le Mary Rose en représente le tout début. Au milieu du XVIe siècle, l'Angleterre a entamé sa marche irrésistible vers la domination navale. Mais Henri se heurte à un problème. Le coût faramineux de l'armement des vaisseaux avec des canons en bronze vide le trésor royal. Il doit trouver d'autres moyens de fabriquer l'artillerie lourde dont ont besoin ses armées et sa marine pour être efficaces, mais à un moindre prix. Le canon en fonte est la solution. Il revient à moins d'un cinquième d'un canon en bronze. Jusqu'alors, il n'a jamais été possible de couler un canon en fonte. Mais Henri sait comment s'y prendre. Il se tourne vers la grande région de l'industrie du fer, le Weald, et confie une mission à ses ingénieurs. La difficulté pour couler une grosse pièce comme un canon, c'est qu'il faut déjà faire fondre le fer à très haute température. Il n'y a qu'un moyen d'obtenir de telles températures, et c'est une merveille technologique pour l'époque, le haut fourneau. Les ouvriers chargent du charbon de bois et du minerai de fer par le gueulard d'un fourneau en pierre de 6 mètres de haut. Une roue à eau actionne un grand soufflet
qui injecte de l'air dans le feu et favorise sa combustion jusqu'à ce qu'il atteigne la température de fusion du fer pur, 2200 degrés. En ouvrant un robinet à la base du fourneau, un flot de fer en fusion se déverse par le canal de coulée et va remplir un moule à canon profondément enfoui dans la terre. C'était une énorme entreprise et la pression était grande. Il y avait les charbonniers qui fabriquaient le charbon de bois aux alentours du haut fourneau. Il y avait les ouvriers qui creusaient des puits pour extraire le minerai de fer. Les équipes qui transportaient des charretées de minerai et de charbon de bois. Pendant quelques siècles, les canons coulés dans le Weald feront l'envie et la terreur de tous les souverains européens. Le bouleversement a été radical. L'Angleterre a acquis une puissance et un avantage technologique avec lesquels aucun pays d'Europe ne pouvait rivaliser. En 30 ans à peine, Henri a fait de sa marine une arme de choc. Mais il ne vit pas assez longtemps pour voir son rêve de conquête se réaliser. Bouffi d'obésité, il est trahi par son appétit gargantuesque. Il meurt en janvier 1547, léguant un souvenir de brutalité et d'innovation qui perdure à travers les siècles. Son règne a semé la graine qui engendrera un jour un puissant empire. Henri a établi de solides fondations en construisant sa flotte et en développant le concept d'une présence impériale anglaise dans le monde. Au cours des 150 ans suivants, soutenu par la puissance croissante de sa marine, l'Empire britannique va s'étendre par la colonisation et la conquête. Au milieu du XVIIIe siècle, l'Angleterre contrôle une partie des Indes, de l'Afrique et des Antilles, et presque toute l'Amérique du Nord. Mais l'Empire naissant est gravement menacé sur deux fronts. Et le roi qui doit le défendre, Georges III, est en proie à ses propres démons. On dit qu'il était fou. En fait, il était atteint d'une maladie génétique qui touchait son cerveau. Georges subit sa première attaque de démence en 1788. 7 ans auparavant, il a reçu un soufflet magistral. Un petit territoire à des milliers de kilomètres a vaincu la puissante armée anglaise dans une guerre d'indépendance. On l'appelle l'Amérique. Quand les troupes britanniques quittent la ville de York, quand elles se rendent, elles entonnent cet air. Le monde tourne à l'envers. Et c'était le cas. Le monde avait basculé. Il était devenu fou puisque les rebelles gagnaient. Durant la décennie suivante, l'univers de Georges s'écroule lentement sur lui. Et en 1804, une autre menace pousse le roi et son empire au bord de l'abîme. Napoléon Bonaparte. Au début du XIXe siècle, l'ogre français est en pleine conquête de l'Europe. Seule l'Angleterre le sépare encore de la domination totale. Il était aussi dangereux que les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il rassemblait des forces pour un débarquement en Grande-Bretagne. La marine royale est devenue une force redoutable. En 1805, elle affronte la flotte napoléonienne lors de la célèbre bataille de Trafalgar. Grâce à des tactiques audacieuses et aux navires les plus sophistiqués de leur temps, l'Angleterre écrase les flottes françaises et espagnoles. Trafalgar confirme la position de l'Angleterre comme puissance maritime suprême. Les Britanniques sont les maîtres incontestés de la technologie navale. En 1815, au moment de la défaite finale de Napoléon, Georges III est constamment en proie à la démence et n'est plus qu'un simulacre de souverain. Il a perdu l'esprit, il est aveugle, il erre dans les couloirs du château de Windsor, il faut le nourrir comme un bébé. Il a la barbe et les cheveux longs et il ne sait pas quel jour on est. C'est très triste. C'est l'époque où la suprématie de sa technologie navale est en train de faire de l'Angleterre une superpuissance. Mais c'est une autre branche de sa supériorité technique qui va porter l'Empire britannique à l'hégémonie mondiale. Le 19e siècle ouvre une période d'inventivité technologique telle qu'on n'en avait pas connue depuis les Romains.
On peut difficilement imaginer une autre période de l'histoire qui ait connu une telle créativité au niveau technologique, une telle volonté d'expérimenter les possibilités de la mécanique, de la technique, de l'architecture. Dans le passé, les empires se bâtissaient à main nue. Les Britanniques vont régner sur leur territoire par la machine. Les innovations telles que la fonte et la conversion des navires de guerre en engins balistiques offensifs armés de canons ont transformé la marine britannique, qui à son tour a fait de l'Angleterre un empire. Et cet empire militaire et commercial qui s'étend de l'Europe à l'Asie et des Amériques à l'Afrique domine les mers. Mais qu'en est-il des terres? Car au début des années 1800, la Grande-Bretagne explose de productivité mais manque de moyens de distribution terrestre. En 1782, James Watt a mis au point un moteur à vapeur. Mais il faut attendre 40 ans pour que George Stephenson et son fils Robert lui ajoutent un foyer, une chaudière, des pistons et une invention remarquable, la cheminée, qui propulse une locomotive nommée la fusée à la vitesse effarante de 40 km/h. Le transport commercial terrestre connaît une mutation radicale avec la naissance du chemin de fer. La fusée n'est pas la première locomotive, mais ses caractéristiques techniques prouvent que la propulsion à vapeur représente l'avenir. Le secret de sa vitesse est dans son moteur. Une série de tuyaux de cuivre transporte les gaz chauds d'un foyer alimenté au charbon jusqu'à une chaudière où l'eau est portée à ébullition. La vapeur ainsi créée s'élève sous un dôme et passe dans le cylindre à travers une soupape. La pression intense exercée par la vapeur actionne une tige de piston reliée aux roues de la locomotive, ce qui la fait avancer. En évacuant la fumée d'échappement par une cheminée plutôt que par le cylindre, l'air frais est aspiré dans le foyer et maintient la combustion. Avec une telle sophistication, la fusée peut atteindre une vitesse prodigieuse. De toutes les locomotives inventées à l'époque, c'est celle qui ressemble le plus à une vraie. Elle sera améliorée bien des fois, mais cette machine de base deviendra la locomotive du 19e siècle. En Grande-Bretagne, on se bouscule pour construire des voies ferrées. Et en 1833, un brillant ingénieur se fait un nom dès son entrée dans la partie. Son nom, Isambard Kingdom Brunel. Brunel avait le sens du spectacle. Il était élégant, il avait une femme superbe, c'était une célébrité et il savait en jouer à fond. C'était aussi un bourreau de travail. Il avait beaucoup de mal à déléguer. Brunel a une vision audacieuse pour son chemin de fer. Son projet est le plus ambitieux de tous, un immense réseau de voies ferrées sillonnant toute l'Angleterre. Il le nomme le Great Western Railway et veut en faire la ligne la plus rapide du monde. Il voulait que la voie soit très légèrement inclinée pour que les trains puissent rouler d'autant plus vite. Et pour aller plus vite, il vaut mieux traverser les montagnes que les grimper. C'est alors qu'il a l'idée de ce qui sera son chef-d'œuvre technique, le box-tunnel. Il a fallu le creuser dans le roc pour la plus grande partie. Et il faisait près de 3 km de long, ce qui était extraordinaire pour l'époque. Ce n'est pas rien, même selon les critères actuels. Brunel rassemble des centaines d'ouvriers irlandais, les navvies, pour creuser son tunnel. On commence par pratiquer une série de cheminées du haut de la colline en faisant sauter la roche à l'explosif. Puis on y descend les navvies dans des nacelles pour déblayer les débris avec des outils rudimentaires. Au sommet de la colline, des chevaux entraînent des treuils qui hissent la charge. C'était une méthode longue, pénible et parfois dangereuse. Il y a eu des morts durant la construction du box-tunnel. Il y avait beaucoup de poussière et de crasse, et lors des explosions, des projections de roches. Le tunnel sera terminé 4 ans plus tard au prix de 100 vies humaines. La ligne est ouverte depuis 1841
et les trains traversent encore le Box-Tunnel aujourd'hui. Très vite, la fièvre ferroviaire déclenchée par Brunel s'étend au reste de l'Empire, resserrant l'étau de l'Angleterre sur la planète. Au milieu du 19e siècle, le chemin de fer, d'abord en Angleterre puis partout où il se développe, est la source de merveilles incroyables. Les locomotives sont énormes, bruyantes et sales. Elles représentent la puissance et la vitesse, la conquête de l'espace et du temps. Elles sont terriblement impressionnantes. L'éclatant succès du chemin de fer donne à la Grande-Bretagne des décennies d'avance technologique sur le reste du monde. L'Empire marche à grands pas vers son apogée. Mais un terrible coup du sort va l'ébranler jusque dans ses fondements. Octobre 1834. Perçant l'obscurité de la nuit londonienne, un violent incendie ravage le palais de Westminster, cœur de l'Empire britannique. Depuis des siècles, cet ensemble de bâtiments en est le centre de commandement et le symbole majestueux de son pouvoir. Des milliers d'habitants contemplent avec horreur et incrédulité les flammes qui dévorent le palais, en se demandant ce qu'il va advenir de leur état tout-puissant. L'incendie de 1834 porte un coup dévastateur au centre exécutif de l'Empire. Le palais de Westminster avait tenu bon contre vents et marées depuis la fin du XIe siècle et Guillaume le Conquérant. Devant les ruines, la population se demande si le Parlement s'y réunira à nouveau, si ses membres pourront un jour revenir voter entre ces murs magnifiques qui ont vu la naissance des usages de la politique moderne. On nomme donc une commission royale pour en décider. Et la commission décide de reconstruire le Parlement au même endroit. Ce qui soulève une question plus épineuse. Quel style doivent avoir les bâtiments? Néo-gothique, français, italien ou anglais? Dans la perpendicularité chère aux Élisabétains ou la Renaissance anglaise? Durant 2 ans, une sorte de guerre civile fait rage, jusqu'à ce qu'en 1836, la Commission choisisse une proposition parmi 97, le plan d'un nommé Charles Barry, passionné par la Renaissance italienne. En y mariant des éléments néo-gothiques, il nous a donné ceci, le palais de Westminster que nous connaissons, un melting pot architectural, mais un superbe melting pot. Des ruines de l'ancien Parlement, les architectes font surgir un bâtiment gouvernemental de proportions gigantesques, 2 fois la taille du Capitole de Washington. Construit dans une pierre calcaire de couleur sable appelée sandstone, le palais s'étend sur une superficie de 3 hectares et ses tours s'élèvent à plus de 96 mètres au-dessus du sol. Il est décidé que l'une de ces imposantes structures servira de tour d'horloge. Il s'agit bien sûr de Big Ben. La mesure du temps est bien plus précise au XIXe siècle. Et le temps est important. Le temps, c'est de l'argent. Il s'opère comme une révolution autour de la notion de temps. Il est donc logique qu'il y ait une horloge sur une construction aussi récente. Lorsque l'astronome royal George Airy fait connaître son cahier des charges, les gens sont assommés. Ce sera l'horloge la plus sophistiquée du monde. Airy a des exigences très précises. Par exemple, l'horloge doit être exacte à 1 seconde près par période de 24 heures. De plus, les rapports d'exactitude doivent lui être télégraphiés à l'observatoire de Greenwich sur la Tamise 2 fois par jour. On n'est pas au XXIe siècle, ère de l'information. Pour un fabricant de montres numériques, ce n'est pas la mer à boire. Mais pour un horloger du XIXe siècle, faire une horloge aussi énorme, dans une tour aussi immense, avec un mécanisme aussi lourd, des aiguilles aussi pesantes, une telle précision et une telle exactitude, une exposition à la pluie, au vent et aux éléments, seconde après seconde, jour après jour, année après année, c'est absolument inimaginable. C'est comme aller sur la Lune.
Le Parlement, à bon droit, demande donc à Harry s'il peut proposer un projet un peu plus raisonnable et un peu moins cher. Mais celui-ci reste inflexible. C'est ainsi que l'horloge que nous appelons aujourd'hui Big Ben, qui est en fait le nom de la cloche, est devenue l'étalon mondial de la précision horaire. Fait étonnant, c'est un amateur, Edmund Beckett Denison, qui invente le système d'échappement, assurant à la célèbre horloge son extrême précision, alors que les spécialistes ont échoué. Comme toutes les horloges de son temps, elle est mue par des poids, des roues et un pendule. Mais la conception de Big Ben comprend un tout nouveau dispositif qui protège le pendule des éléments extérieurs. Deux bras métalliques contrôlent une roue à 3 rayons. À chaque oscillation du pendule, un des bras s'ouvre et la roue tourne d'un cran, ce qui régule le mouvement de l'horloge. Lorsque la pluie ou la neige alourdissent les aiguilles, les bras isolent le pendule qui continue à osciller sans en être affecté. Et pour la régler, les horlogers n'ont qu'à puiser dans leur poche. On utilise des pièces de monnaie pour ajuster la précision. Une pièce d'un penny posée sur le pendule ou retirée fait gagner ou perdre à l'horloge 2/5 de seconde par 24 heures. Grâce à cette méthode simple mais géniale, l'horloge est reconnue dans le monde entier comme une merveille de technologie de précision. La tour de l'horloge, dominant le Parlement, centre de l'Empire, a une importance symbolique majeure. C'est comme si le temps lui-même était gouverné par les Britanniques. En plus de l'horloge, une série de cloches marque le passage du temps, dont une très grosse au milieu, qui sonne l'heure. C'est un maître fondeur nommé George Mears qui coule la cloche géante en suivant les instructions précises de Denison. À sa sortie de l'atelier, Big Ben pèse un poids hallucinant, 13 tonnes. Une foule immense s'agglutine dans les rues pour applaudir le mastodonte lors de son transport à la tour de l'horloge, achevé en 1858. Depuis, Londres vit à l'heure de son tintement caractéristique. Londres s'est énormément agrandie. C'était la première conurbation du monde, et en tant que telle, elle se devait de posséder ses symboles. Le plus emblématique étant le Parlement, les 2 chambres et Big Ben, qui incarnait la force et le pouvoir de l'Empire britannique. Au milieu du 19e siècle, la Grande-Bretagne est le modèle de la réussite technique. Mais durant le règne d'une jeune femme naïve, Londres va être frappée par la crise et poussée au bord du gouffre. En 1837, une adolescente prend les rênes de l'empire le plus puissant du monde. Son accession au trône provoque un bouleversement en Grande-Bretagne. Ses sujets et son gouvernement la jugent gâtée, impétueuse et mal préparée à régner. C'est la reine Victoria. Elle n'avait que 18 ans quand elle est montée sur le trône et ses 2 premières années de règne ont été dures. Elle était très impopulaire. Rien ne laisse présager que cette jeune fille immature va devenir le symbole vénéré de l'immense pouvoir de l'Empire. Sa métamorphose commence après son mariage avec son cousin Albert en 1840. Elle est tombée amoureuse au premier regard. Toute sa vie, elle voudra s'appuyer sur quelqu'un au sens métaphorique et littéral. Albert est capable de la prendre par la main. Il l'aide à grandir. L'Empire couvre à présent la planète, de l'Amérique du Nord à l'Australie. Albert et Victoria imposent l'excellence à leurs ingénieurs car ils savent que les percées technologiques sont cruciales pour l'Empire en expansion. Et aucune ne l'est davantage que la récente invention du télégraphe. C'était un empire qui s'étendait littéralement sur le monde entier. On disait que le télégraphe électrique annihilait l'espace et le temps. L'industrie du télégraphe prend le monde d'assaut, et c'est la Grande-Bretagne qui mène la charge.
Au milieu du 19e siècle, plus de 155 000 km de câbles en acier torsadé sont posés. On peut désormais envoyer un message de Grande-Bretagne aux Indes en quelques heures. C'est la toute première autoroute de l'information. Grâce à elle, l'Empire assoit son pouvoir plus efficacement que jamais. C'était un exploit extraordinaire, c'est indiscutable. Ce n'était tout simplement pas concevable avant qu'ils le fassent. Si les avancées techniques soudent l'Empire, elles déclenchent également un boom industriel sans précédent. Les paysans envahissent les villes pour profiter des offres d'emploi. La productivité atteint des sommets, tout comme la population de Londres, centre névralgique de l'Empire. Alors qu'il y avait 1 million d'habitants au début du 19e siècle, en 1850 il y en avait déjà 2, et Londres n'était pas conçu pour en accueillir autant. La surpopulation était terrible, les gens vivaient comme des poules en cage. Avec le surpeuplement, les problèmes sanitaires se répandent comme une traînée de poudre. Les ordures sont jetées dans des égouts faits pour la pluie, les remplissant d'eau usée qui se déverse directement dans la Tamise. La situation est mûre pour un désastre. On pourrait penser que la Tamise, un grand fleuve, était l'idéal pour se débarrasser des déchets. Malheureusement, c'était aussi sa réserve d'eau. On y jetait les ordures de 2 millions d'habitants qui en buvaient l'eau ensuite. 1848. La catastrophe s'abat sur Londres. Une épidémie de choléra balaie la ville congestionnée, faisant plus de 14 000 morts. 3 ans plus tard, une deuxième vague fait 10 000 victimes de plus. Les cimetières s'emplissent de cadavres. La ville la plus moderne de son temps affronte une situation qui ne s'était pas présentée depuis la grande peste du Moyen-Âge. En l'espace de 30 ans, plus de 30 000 Londoniens sont morts du choléra. L'épidémie se répandait par le réseau de distribution d'eau polluée. C'était choquant. Il faut agir. L'Angleterre fait appel à un ingénieur nommé Joseph Bazalgette. Sa solution révolutionne l'urbanisme. Avec des milliers d'ouvriers, il va construire le réseau d'égouts le plus avancé de l'époque. Son projet novateur est d'installer des collecteurs géants de chaque côté de la Tamise, parallèlement au fleuve. Ces canalisations principales seront connectées à plus de 2000 km d'égouts plus anciens, afin de collecter les détritus et de les détourner du fleuve. L'ingéniosité du système, c'est qu'il utilisait la gravité dès que possible pour évacuer les déchets de Londres. Les canalisations étaient inclinées. Là où la gravité ne suffit pas à charrier le flot, Bazalgette construit de grosses stations de pompage. D'énormes pompes à vapeur y soulèvent les eaux usées jusqu'au niveau où la pente est à nouveau suffisante. Les collecteurs guident les déchets vers 2 profonds réservoirs où ils sont entreposés puis libérés à marée haute afin que la nature les dégrade proprement. Le réseau d'égouts était une des merveilles du 19e siècle. Il a fallu poser 300 millions de briques et déplacer des tonnes de terre. C'était une tâche colossale, géniale, stupéfiante. Cette prouesse technique fait de Londres la toute première métropole moderne. L'Europe admirative jalouse sa conception. Mais les épidémies ne sont pas la dernière crise du règne de Victoria. Si on lit Les temps difficiles, Oliver Twist, David Copperfield ou n'importe quel autre chef-d'œuvre de Charles Dickens, on a une idée du terrible surpeuplement de Londres au XIXe siècle. Conséquence de cette horreur, la circulation est épouvantable. C'est un chaos de piétons, de chevaux, de voitures et de chariots transportant de tout, du foin jusqu'aux articles de quincaillerie. Le pont de Londres est si congestionné par le trafic venant du sud que la ville semble étouffée par son propre succès. Elle a besoin d'un deuxième pont, mais un pont classique aurait bloqué les gros navires marchands remontant le fleuve jusqu'au port. Non,
Ce dont Londres a besoin, c'est d'un pont basculant, comme celui-ci. Ce sera le plus grand et le plus sophistiqué des ouvrages d'art. Son nom, le Tower Bridge. Son ossature métallique recouverte de pierre s'harmonise avec la tour de Londres toute proche. À la construction, les bascules de 1200 tonnes sont mues par des moteurs à vapeur qui font tourner des roues à pignon sur un axe en acier fixé aux poutrelles extérieures. La rotation entraîne un solide pivot qui soulève la structure. Les bascules se redressent à un angle de 83 degrés, permettant ainsi le passage des navires. Il ne fallait qu'une minute pour lever le tablier. C'était une prouesse technique extraordinaire. La construction du Tower Bridge demandera plus de 400 ouvriers et 8 années de travaux. Aujourd'hui, c'est un des ponts les plus célèbres et les plus reconnaissables du monde. Albert, véritable force motrice de ces innovations techniques, ne vivra pas assez longtemps pour les voir en œuvre. Sa mort en 1861 anéantit Victoria. La reine Victoria a sombré dans le désespoir le plus profond. Durant près de 10 ans, la reine s'isole de tous. Mais lorsqu'elle finit par reprendre sa vie publique, elle est plus forte et plus puissante que jamais. L'adolescente immature s'est muée en souveraine moderne et prend la place qui lui revient en tant que dirigeante de l'Empire britannique. On érige des statues à son image dans le monde entier. Il y a de grandes célébrations partout et bien souvent, les peuples colonisés se joignent aux réjouissances. Elle est la mère affectueuse. Victoria est devenue le symbole de la splendeur et de la puissance de l'Empire. Son règne marque l'apogée du pouvoir britannique dans le monde. Les Anglais ont des possessions sur tous les continents et gouvernent plus de 400 millions d'hommes et de femmes. Aucun autre pays ne peut rivaliser avec leur immense pouvoir. Ils ont créé le plus vaste empire que le monde ait porté. La reine Victoria meurt en 1901, à l'aube du XXe siècle. Elle a dirigé le royaume le plus grand, le plus optimiste, le plus confiant et le plus innovant de l'histoire. L'Empire a catapulté l'humanité dans l'ère moderne. Avec la production en série et la rapidité des transports et des communications, le monde a été totalement bouleversé. Tous les pays de la planète ont bénéficié d'une manière ou d'une autre de l'ambition et de l'imagination britannique. Peut-être que le soleil a fini par se coucher sur l'Empire britannique, mais au regard des miracles de l'ère moderne, il n'a jamais été aussi brillant. C'était Peter Weller.